la compagnie, je vous retrouve pour un update lecture. Wouhou. Je sais pas, ne demandez pas, je sais pas. Donc dans cette update lecture, vous retrouverez la suite d'un de mes challenges de la dernière fois, c'est-à-dire mon 7 jours 7 livres, n'est-ce pas? Puisque je vous avais présenté la moitié, je pense, des bouquins du 7 jours 7 livres. Voilà donc l'autre moitié, entre autres. Et mes dernières lectures aussi, donc aujourd'hui, il y aura de la fraîcheur dans mes avis lecture. On va donc commencer par le premier livre de mon 7 jours 7 livres, parce que pourquoi vous les avoir présentés dans l'ordre jusque-là, ça n'aurait pas d'intérêt, donc je ne l'ai pas fait. Voici donc Blue Moon, l'esprit de la lagune, donc, qui est un tome 2, j'ai toujours pas le nom de la saga, je crois qu'il s'appelle Blue Moon elle-même la saga, de Laïa Lopez aux éditions Hachette. Ce sont des tout petits livres jeunesse, mais avec des personnages à l'université. Donc, selon mon opinion, ce sont des livres pour les adultes qui aiment lire de la jeunesse, ou les ados qui aiment lire de la jeunesse, mais pas vraiment pour les enfants directement, à moins qu'ils soient passionnés par l'université. Bref. Pour le pitch, on va suivre cette jeune femme. On va suivre Maya, qui est une fille de la lune, je crois que ça s'appelle comme ça, et donc c'est surtout une sirène, et quand on atteint l'âge adulte, les sirènes ont l'opportunité d'aller faire leurs études à l'université chez les humains. Voilà, donc on leur donne l'opportunité d'avoir 2 jambes, etc. Et donc on va suivre un groupe de sirènes et tritons qui bossent à l'université et qui ont des jambes, donc. C'est sympathique, mais c'est pas non plus une révolution. Je lui ai mis la note de 7 sur 10. Déjà dans les points négatifs, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même un public super spécifique. De la jeunesse qui se passe à l'université, c'est quand même chelou. Pourquoi je dis que c'est de la jeunesse? Parce que le texte est extrêmement simple, l'histoire est manichéenne, les personnages ont pas une profondeur incroyable et excessive. Ça a presque un petit côté, si vous voulez, un côté fanfiction, quoi. C'est-à-dire que ça a presque un côté... La personne qui a écrit l'histoire de base a déjà créé des personnages avec une personnalité, donc moi je vais juste décrire des événements sans les caractériser plus que ça. Sauf que le problème c'est qu'il n'y a rien à l'origine. Donc j'ai vraiment l'impression que les personnages sont pas caractérisés par plus de juste 2-3 détails qui n'ont pas grande importance. Et c'est là qu'il y a un autre point négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de profondeur des personnages, tout est sur le même plan, tout est plat en fait. Il y a pas de... Même quand il leur arrive des trucs, on n'a pas l'impression que ça soit oh mon dieu, c'est la fin du monde, c'est compliqué, c'est dur, comment est-ce qu'on va s'en sortir, etc. etc. C'est bon. Bon, ok, il leur arrive des trucs, oui, ok, ils sont pas forcément très rassurés, mais on n'a pas l'impression non plus que ça soit la panique totale, vous voyez? Enfin, je sais pas, il n'y a pas de... Il n'y a pas des hauts et des bas dans l'énergie, c'est plat. Je sais pas comment vous le dire autrement, c'est plat. Par contre, dans les aspects positifs, déjà s'il fait partir 7 jours 7 livres, c'est qu'il se lit vite, et effectivement, il y a difficilement plus fluide et plus rapide à lire. Ensuite, il y a tout bonnement les illustrations, puisque c'est une histoire illustrée, puisque avant tout, l'autrice est illustratrice, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a de magnifiques illustrations dedans, je vous laisserai, franchement, feuilletez-le en librairie. Et je suis d'autant plus contente que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pour le premier tome, je m'étais plainte du fait qu'il y avait des... Comment dire ? Des images un peu floues, où on aurait dit que ça avait été décalé, je sais pas trop, c'était mal fichu. Et je pense que vraiment c'était un problème d'impression, parce que j'ai plus du tout eu ce problème. Je vous montre une 3e image, mais je crois que je vous ai montré un peu les mêmes que dans le book haul, donc comme ça j'ai pas spoilé plus. Et enfin, dernier point positif, mais non des moindres, puisqu'à mes yeux c'est le plus important, la diversité, ouais, la diversité, j'ai l'impression qu'il y a de la diversité tant dans les couleurs de peau, que dans les sexualités, que dans plein de trucs, donc ça, c'est top, c'est très chouette. On a même une jeune femme, je vous ai montré l'illustration tout à l'heure, qui est atteinte de vitiligo. Je l'ai déjà dit pour le premier tome, mais qui est capable de me dire, de me citer un bouquin qui parle de quelqu'un, ou qui a quelqu'un avec du vitiligo? Moi pas, à part les autobiographies de Michael Jackson. Sinon... pourquoi auto? À part les biographies de Michael Jackson. Bref, vous avez l'idée, très chouette, si vous êtes un adulte qui aime lire de la jeunesse et qui saura que ça sera pas prise de tête. Voilà. Mais les illustrations sont magnifiques, donc moi j'aime bien quand il y a des belles illustrations. Le tome 3, je pense qu'il y aura un jour un tome 3, je crois qu'il y a des tomes 3 de prévus, sera lu, mais clairement, à mon avis, je vais rester sur une vibe de ça se lit pendant 7 jours 7 livres, quoi. Ensuite, en deuxième lecture de ce challenge, j'ai lu Héros d'Omer et Hugo, n'est-ce pas? Donc vous avez
l'Iliade d'Homère, la chanson de Roland, Tristan et Iseut, Les Misérables de Hugo et la légende des siècles de Hugo à nouveau. Alors vous vous en doutez bien, ce sont des extraits systématiquement. La thématique, vous l'aurez compris aussi, c'est l'héroïsme, les héros, etc. Comme je l'ai dit dans mon update précédent, je note pas les anthologies parce qu'il faudrait noter une à une les nouvelles et les extraits, et je me vois mal faire ça, 1, et 2, je vois pas l'intérêt de noter un extrait de roman, quoi. Le point négatif que j'ai noté, c'est que je ne suis pas fan des anthologies, comme je le disais la fois d'avant. Les regroupements par thématique pour avoir des tout petits extraits de texte, je suis pas fan. Voilà. À la limite, quand on se fait un mois complet, genre le mois de la fantasy, que je vais commencer d'ici peu parce que à l'heure où je tourne ça, on est fin avril, ça, à la limite, ça me plaît, voyez-vous. Mais quand on a vraiment des extraits sur une thématique, je trouve ça un peu moins sympa et plus lourdingue. Par contre, ce que j'ai trouvé sympa dans ce bouquin-là, c'est qu'on a les explications et le contexte pour chaque extrait de roman et chaque nouvelle, et ça, franchement, c'est très chouette. Donc je pense que d'un point de vue pédagogique, cette anthologie est très sympa. Plus sympa que celle de l'océan de l'autre fois, vous voyez. Rien d'exceptionnel à vous dire dessus, parce que je me vois mal vous recommander ou non des anthologies, parce que, 1, les anthologies, c'est quand même bien particulier, 2, contrairement aux classiques, les anthologies pour moi c'est vraiment des trucs typiques de cours. C'est pas des trucs que tu vas lire pour le plaisir à côté. Donc je vous donne mon update dessus parce que ça peut peut-être vous intéresser, mais je me vois mal à votre place aller acheter une anthologie pour le plaisir d'acheter une anthologie, quoi. Autant acheter les versions complètes des romans qui sont dedans. Ensuite j'ai changé de vibe, et en même temps pas tant que ça, puisque j'ai lu 13 à table, donc l'édition 2021, sortie en 2020, on va pas rentrer dans ce détail, et dans ce débat, aux éditions Pocket. Petit aparté, je rappelle que quand vous achetez neuf, évidemment, un des livres de 13 à table, ça fait 4 repas pour les Restos du Cœur, donc s'il vous plaît, n'achetez pas ces livres d'occasion, achetez les neufs, ça fait une bonne action. Voilà, aparté terminé. Cette année-là, la thématique était donc le premier amour. Donc nous avons les auteurs suivants, que je vais vous lire juste dans la foulée, qui devaient écrire une nouvelle à propos du premier amour, d'un premier amour, etc. Donc nous avions Tonino Benakista, Philippe Besson, Françoise Bourdin, Maxime Chatham, François Despnous, Jean-Paul Dubois, Éric Giacometti, Alexandra Lapierre, Agnès Martin-Lugan, Véronique Ovaldé, Romain Puertolas, je sais toujours pas, Jacques Raven, Olivia Ruiz, Leila Slimani et Franck Tillier. Donc nous avons tous ces braves gens, ces braves hommes et ces braves femmes qui nous ont écrit des nouvelles à propos du premier amour. Évidemment, comme dans tout recueil de nouvelles, comme dans tous les 13 à table, il y en a que j'ai beaucoup aimé, d'autres que j'ai pas aimé du tout. Mais c'est le jeu Ma Pauvre Lucette et c'était franchement très cool. Il y avait plus de nouvelles que j'ai aimées que de nouvelles que j'ai pas aimées, donc ça c'était chouette. Malheureusement, ça fait un moment que je l'ai lu, donc je ne peux plus vous citer, j'aurais dû les noter, les nouvelles que j'ai préférées. En fait, j'ai les thématiques et les histoires en tête, mais même avec les titres des nouvelles, je retrouve plus laquelle correspond à quoi. Donc si vous l'avez lu éventuellement et que vous voulez avoir dans le détail mes nouvelles préférées, je peux vous le dire. Il y a celle avec le chien, sans aucun spoil, plus que ça. Mais les autres, je ne saurais pas comment vous les décrire sans vous les spoiler. Donc on va s'en tenir là, et puis si vous l'avez lu ou vous êtes curieux, venez en commentaire, je vous dirai tout. Sur l'aspect négatif, il y a zéro diversité. Hein. Autant dans Blue Moon tout à l'heure, il y en avait, autant là, zéro. Il y a 15 auteurs pour 14 nouvelles si j'ai bonne mémoire, et il n'y en a pas un seul qui a fait un couple homosexuel. Ça m'aurait paru évident, moi pourtant, évident. Et ensuite, deuxième aspect négatif, il y a quand même des nouvelles qui faisaient doublon, c'est-à-dire qui se ressemblaient vachement, ou dont le plot twist, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça pour une nouvelle, dont la chute était la même, ou extrêmement similaire. Donc il y a certaines nouvelles qui sont tombées à l'eau parce qu'elles étaient deux à être quasi identiques, quoi. C'est quand même dommage. Je pense que là, pour le coup, c'est pas de la faute des auteurs, mais au niveau de l'édition, il y a eu un couac. Ou je sais pas, au niveau de l'organisation, ils auraient dû, je sais pas, partager leurs idées pour pas qu'ils soient plusieurs à reprendre les mêmes idées. Enfin, je sais pas comment il aurait fallu s'y prendre, mais il aurait fallu s'y prendre mieux pour qu'il n'y ait pas 2 fois des nouvelles trop similaires. Bref, quoi qu'il en soit, évidemment, je vous conseille pour l'aspect caritatif, mais aussi pour l'aspect, ça vous permet de découvrir des auteurs assez connus si vous ne les connaissiez pas déjà, sinon je peux pas vous détailler plus que ça. Sinon il faudrait détailler sur chaque nouvelle et on serait pas arrivé. Revenons à nos petits carrés classiques avec le carré classique collège La Dame de Pique d'Alexandre Pouchkine. Je crois que c'est ma toute première lecture russe.
et j'en suis plutôt contente parce que ça m'a bien plu. Donc je me dis que c'est peut-être pas la fin entre nous avec la lecture russe, quoique de toute façon, avec ma fameuse affiche que vous commencez à connaître je pense, il faut que je lise Lolita, je crois de toute façon. On va commencer par le fait que je lui ai mis la note de 7,5 sur 10, donc c'est une note basique, comme j'arrête pas de le dire ces derniers temps, c'est ma note plancher de c'était bien, mais pas folichon. Premier aspect qui est bien, c'est que contrairement à ce que je croyais, et contrairement à ce que j'avais eu avec l'Auberge Rouge de Balzac, là on a la nouvelle complète de la Dame de Pique, et une autre nouvelle complète sur la même thématique des jeux d'argent, parce que là la thématique ce sont les jeux d'argent. Je vais pas vous détailler plus que ça, mais ce sont les jeux d'argent. Oui d'ailleurs, j'ai pas du tout fait le pitch pour l'Auberge Rouge dans mon autre vidéo, c'est pas grave. Là-dedans, nous avons donc deux nouvelles qui se basent sur le même jeu de cartes que je ne connaissais pas, et le problème, c'est mon seul aspect négatif, c'est que ce jeu de cartes a été expliqué après les deux nouvelles. Ça sert à quoi ? Enfin, fallait l'expliquer avant pour nous mettre en contexte, ou alors faire une pause dans la lecture de la nouvelle pour nous expliquer le jeu. Je sais pas, mais fallait pas l'organiser comme ça selon moi. Ou alors, écrire, allez page temps, si vous voulez l'explication, mais il me semble de mémoire que c'était même pas le cas. Donc je savais même pas que l'explication du jeu était par la suite, et moi j'étais en mode bon bah c'est un jeu que je connais pas et tant pis quoi. Par contre j'ai beaucoup aimé, l'aspect mystérieux de la première nouvelle, parce que dans la première nouvelle il y a tout un secret autour du jeu de quelqu'un qui a gagné une quantité d'argent incroyable, et on veut savoir comment il a fait parce qu'il y a un secret, mais bah la personne qui détient ce secret ne veut évidemment pas le révéler. Alors j'ai noté les différents aspects de l'histoire, parce que il y a plusieurs aspects dans l'histoire, de type, il va y avoir un côté un peu enquête, mystère, etc. Il va y avoir un côté suspense avec les jeux d'argent, etc. Donc j'ai bien aimé le fait qu'il y ait plusieurs dimensions à la nouvelle. Enfin, aux deux nouvelles d'ailleurs. Et enfin, dernier point, ce qui est sympa aussi, c'est le côté les aléas des jeux d'argent. C'est-à-dire que c'est pas comme dans un film où on s'attend tous à ce que la personne en question touche le jackpot. Là, on est vraiment en suspense. Est-ce qu'il va réussir à faire telle ou telle chose ? Est-ce qu'il va avoir la chance de tirer tel numéro ou ce genre de choses, et franchement c'est très chouette. Ce côté vraiment aléa des jeux d'argent, moi m'a bien intéressé. Et c'était ma dernière lecture du 7 jours 7 livres, c'est la fameuse lecture qui a été finie le 8 au lieu d'être finie le 7 avril. Tant pis, ça m'a quand même bien liquidé ma palle. Et ensuite, chose promise, chose due, j'avais promis à mon amie Amélie que je ne tarderais pas trop avant de lire le tome 2 de Dance of Thieves, donc voici Vow of Thieves de Marie E. Pearson aux éditions La Martinière Jeunesse, qui est de toute beauté. Je crois qu'on va directement noter ça comme aspect positif, il est magnifique, et double aspect positif là-dessus. Moi ça m'arrive souvent qu'avec mes mains grasses et ma manière de tenir mon bouquin, parce qu'en fait je tiens mon bouquin comme ça quand je lis, parce que j'ai toujours le doigt derrière pour vérifier que je ne casse pas le dos. Et donc, malheureusement quand il y a des magnifiques dorures comme ça, avec mes doigts tout gras, alors que pourtant je vous promets je ne mange pas en lisant, bah ça efface. Ça a tendance à effacer les dorures sur le bas du bouquin, c'est ce qui a été le cas d'ailleurs avec Cogito, mais il est rangé là-haut donc vous le voyez pas. Et là, pas du tout. Comme vous le constatez, ça brille encore de mille feux, et il n'y a aucun problème, donc ça déjà, c'est trop bien, ça sera trop beau dans la bibli. Je l'ai noté 7,5 sur 10, parce qu'il y a quelques points positifs importants, mais pas mal de points négatifs. Dans les points positifs importants, c'est supra fluide, ça se lit super bien. Moi je trouve que l'écriture était top, l'écriture m'a bien plu et c'était supra fluide. Comme je disais, l'écriture de l'autrice est très chouette et moi m'a bien plu et m'a donné envie que la trilogie initiale dont cette saga est un spin-off soit publiée. Je sais qu'elle a moins plu, je sais que c'est pas la folie furieuse, mais je pense que je m'y laisserai potentiellement tenter. Par contre, il y a évidemment des points négatifs. Premier point négatif, vous feriez mieux d'enchaîner le tome 1 et le tome 2 si vous avez envie de lire la duologie, parce que si vous comptez sur l'autrice pour vous faire des rappels de qui est quel personnage, et quelle personnalité est là, etc., eh bien vous êtes mal barré, parce que elle va pas prendre la peine de le faire. Du tout, elle va pas s'arrêter une seule seconde pour vous, et pour vous expliquer qui est quel perso, c'est un frère auquel degré de je sais pas quoi, de je sais pas quoi, de je sais pas qui. Voilà, vous êtes perdu, tant pis pour vous. D'ailleurs, petit aparté, j'ai oublié de faire le pitch, donc on va peut-être s'y mettre, non ? Pour le pitch, nous suivons deux ennemis, Jace et Kazi, qui vont se retrouver embarqués, malheureusement, évidemment, contre leur gré, par des trafiquants de main-d'œuvre, qui vont tous les mettre à l'arrière de leur carriole, et ils vont se faire menotter l'un à l'autre. Ils vont, bien heureusement pour eux, réussir à s'échapper, mais malheureusement, ils sont toujours enchaînés l'un à l'autre, donc ils ont beau être ennemis, ils vont devoir se supporter. C'est une romance dans un monde de fantasy, donc c'est un enemies to lovers, comme vous vous en doutez, parce que parce que c'est comme ça, ils sont ennemis et ils vont devenir amoureux, voilà.
pour revenir à mes points négatifs, puisque j'ai déjà, comme je vous l'ai dit, malheureusement fini avec les points positifs, il y a malheureusement un mystère non résolu, c'est-à-dire qu'à un moment, il va se passer un truc, on se dit mais qui a fait ça? Et on ne saura jamais qui a fait ça. Donc soit Amélie et moi, on est toutes les deux des grosses débiles et on n'a pas compris un truc évident, ou pas évident d'ailleurs, soit, l'option vers laquelle je penche plus, c'est pas dit en fait, et ce n'est plus jamais évoqué, et donc on ne sait pas qui a fait ça, et on est en mode bah ouais mais c'était important quand même, c'était intéressant de savoir qui avait fait ça. Bah on saura pas. Un autre bémol c'est que personnellement j'ai trouvé ça quand même très prévisible, et en plus très manichéen, c'est-à-dire que à partir du moment où on sait à quel point les persos sont dans la merde, et quel est leur objectif de fin, c'est-à-dire survivre et que tous les gentils personnages s'en sortent et que tout aille mieux dans le meilleur des mondes, le chemin entre les deux il est plutôt évident et il n'y a rien de très très surprenant sur le chemin, ce qui est plutôt dommage. Et ensuite pour le côté manichéen, 90% des gens et des trucs et des événements sont manichéens, sauf peut-être une ou deux personnes, et les peu de personnages qui n'étaient pas manichéens je l'avais vu venir, donc... Et encore c'est pas manichéen, mais c'est plutôt des trucs genre... lui qui était... on croyait un gentil et s'est avéré méchant ou inversement. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, comme c'est prévisible, il y a vraiment rien qui sort de l'ordinaire, il y a rien d'incroyable. Ok, les personnages sont badass, ok, le roi il est classe, ok si, ok ça, enfin le roi, non, le Patreil, mais bref, mais c'est tout quoi. Enfin, c'est une bonne lecture, mais voilà. Et si vous vous intéressez au côté romance, ce qui est beaucoup moins mon cas, la romance c'est plus dans le tome 1, là c'est plus le côté baston, mais du coup je trouve que la romance du tome 1 était pas extraordinaire parce que le Patreil qui tombe amoureux d'elle, qui est clairement une ennemie, je suis en mode, enfin elle est pas clairement une ennemie pour lui, mais il s'en méfie pas, ou presque pas. Je suis en mode mais comment tu peux te faire avoir aussi vite? Et l'aspect baston et tout, comme je vous disais, c'était hyper prévisible et il y avait rien d'extraordinaire, donc c'est une duologie sympa, je pense que je la garderai, en tout cas pour l'instant. Mais c'est pas la folie furieuse et c'est pas ce que je vous recommanderais le plus si vous voulez lire une romance dans un monde de fantasy. Peut-être que si je vous voulais vous recommander quelque chose de ce style-là, je vous recommanderais un Cotard, par exemple, au hasard. Ensuite, je vais vous présenter ce que ma copine Milatea attend avec impatience. Donc je vais vous présenter un autre livre qui a été une lecture commune avec une camarade du PLIB, donc Milatea, comme je disais. Je vous mets d'ailleurs en barre d'infos son Instagram, parce que je crois pas qu'elle ait de chaîne YouTube, mais elle a un Instagram livresque, évidemment. Et donc on a lu en lecture commune Les 100 de Cass Morgan, moi aux éditions PKJ, elle l'a lu en anglais, donc voilà. C'était un tout petit livre, franchement pas épais, écrit gros, donc ça passe nickel. Franchement, si je l'avais pas lu en lecture commune, il aurait pu passer dans mon 7 jours 7 livres, tellement ça se lit vite. Je pense que si vous êtes une personne adulte qui n'aimait pas lire des dramas, soit passez votre chemin, soit lisez-le avec une autre copine qui aime papoter et faire les commères. Parce que clairement, on s'est découvert une passion mutuelle pour le commérage avec Milatea, c'était magnifique. Parce que contrairement à la série, contrairement à ce que nous donne le pitch derrière, eh bien, les dramas. Alors, on va clarifier ça tout de suite. Le pitch de base, c'est que on est sur l'Arche, où on va envoyer 100 délinquants juvéniles, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour le dire, 100 jeunes délinquants sur Terre pour regarder si elle est redevenue habitable suite aux guerres nucléaires et tout simplement voir si on peut de nouveau retourner sur Terre au lieu d'habiter dans l'Arche, dans l'espace où c'est compliqué de vivre. Donc on envoie les 100 sur Terre pour regarder si c'est habitable, et à partir de là, ça se barre en steak. Voilà. Le pitch de base, c'est ça. Donc moi, ce qu'on me vend ici, c'est de la SF avec des ados sur Terre qui doivent se dépatouiller tout seuls. Et c'est ce que vous aurez pendant les toutes premières saisons de la série. Je dis les toutes premières saisons parce que j'ai toujours pas fini la série, merci de ne pas me spoiler la série, ni à moi, ni aux autres. Malheureusement, dans le livre, enfin malheureusement ou heureusement, on est bien plus concentré sur l'aspect les relations entre les ados, plutôt que sur l'aspect SF, que ça soit dans le vaisseau spatial, enfin le vaisseau dans l'Arche, je sais pas comment on peut appeler ça, le satellite peut-être, ou que ça soit sur la Terre. Clairement, le drama prend bien plus de place que l'aspect SF. Et c'est pour ça que je vous dis que soit vous devez aimer les dramas, soit il faut quelqu'un avec vous qui est prêt
à balancer du commérage, parce que qu'est-ce qu'on a ri, qu'est-ce qu'on s'est marré. En fait, on a presque pris ce livre-là au deuxième degré, au second degré, parce qu'on était en mode, ça a l'air drama, mais c'est si ridicule en même temps. Et du coup, qu'est-ce qu'on a ri, mais qu'est-ce qu'on a ri. C'est pas censé faire rire, mais nous, on s'est bien marré. Donc ça, c'est un premier aspect négatif, c'est-à-dire que les personnages, quand même, ont un comportement pas très très mature dans leur situation. C'est-à-dire que, certes, je leur en voudrais pas d'avoir ce genre de comportement, même si c'est un peu lourdingue, mais bon, j'ai pas le même âge, s'ils étaient au lycée, comme n'importe quel lycéen de notre planète, mais ils sont quand même dans un contexte de survie un peu plus intense, on s'attendrait à ce que... ils se concentrent un peu moins sur leur côté relationnel entre eux, de « Ouais, mais je t'aime pas, tu m'as fait des trucs horribles, oui, mais moi je t'aime au contraire, ah là là !» Bref, le drama. Le drama. Un autre point négatif, qui est mon dernier point négatif, parce que j'ai pas pris beaucoup de notes non plus sur ce livre-là, c'est le résumé mensonger. Hein. Du coup, fiez-vous à ce que je vous dis et pas à ce qu'il y a écrit derrière. Parce que moi, on m'avait juste dit « Tu verras, c'est très différent de la série. » Et c'est vrai, mais j'aurais préféré qu'on me dise « C'est très différent de la série », parce qu'il y a beaucoup de dramas lycéens. Enfin, je dis lycéens parce que c'est leur tranche d'âge. Hein. Parce que sinon, je savais pas en quoi c'était différent. Et je pensais que c'était différent parce qu'on prenait une autre voie à un moment et on se barrait sur autre chose. Mais là, ce premier tome, sur la fin, le plot twist de fin, c'est le plot twist de fin d'épisode 1 de saison 1. Pour vous donner une idée d'à quel point c'est lent à cause des dramas, en fait. Enfin bref. Sachant que en plus, il y a un personnage qui n'existe pas dans la série, et que je trouve cette couverture aberrante et complètement incohérente. Alors je comprends l'aspect, ouais je mets la couverture de la série comme ça je fais envie, mais sur la série nous avons, enfin sur la couverture pardon, nous avons 6 personnages, dans le livre il n'en existe que 3. Et je pense pas que les 3 qui n'existent pas dans le livre apparaîtront par la suite. Je vois pas pourquoi ils apparaîtraient par la suite et ils seraient pas encore là. Et sinon pour les quelques aspects positifs, déjà l'aspect positif qui découle un peu du livre mais pas directement, la lecture commune que j'ai faite avec Milatea. Franchement, une merveille cette lecture commune, et on s'est empressés et l'une et l'autre de se procurer la suite, et je l'ai pas encore reçue moi, mais elle m'attend de pied ferme pour qu'on lise la suite des dramas ensemble, parce que clairement, cœur sur les dramas. Et aussi l'aspect, clairement, si on lit pas dans la foulée, à mon avis, on s'y remettra jamais. Et enfin, mine de rien, même si il est clairement pas évoqué très souvent, l'univers est stylé et il fallait quand même avoir l'idée. Ce qui me désespère un peu, c'est que l'autrice dit elle-même que c'est pas elle qui a eu l'idée de base, c'est une amie, ou un ami, je sais plus, qui l'a eu en rêve. Donc clairement, je sais pas trop quel aspect est positif du point de vue de l'autrice, parce que le style d'écriture est pas incroyable. Les dramas, faut franchement aimer ça, pour lire ce livre. Et en plus, c'est pas elle qui a eu l'idée de base. Donc que doit-on vraiment à l'autrice là-dedans? Je sais pas trop. Mais bref, pour revenir à l'aspect principal, je l'ai dit 12 000 fois, mais je le répète, si vous aimez les dramas, vous aimerez les 100. Même si vous n'êtes pas très SF, ça devrait aller, parce que pour l'instant, c'est en tout cas pas très important. Par contre, si les dramas lycéens, vous aimez pas ça, fuyez. Fuyez et très loin. Et je sais plus si je l'ai dit, mais je l'ai noté 7 sur 10. Nous continuons avec une autre lecture qui aurait pu faire partie de mon 7 jours 7 livres, mais je l'avais pas encore acheté à ce moment-là. Donc forcément ça n'aide pas. Donc Mortel Adèle, Mortel un jour, Mortel toujours, aux éditions Bayard Jeunesse de Mr. Tan et Diane Lefayet. C'est donc un roman jeunesse écrit très gros avec des illustrations pas aussi fréquentes que ce que j'aurais aimé, et c'est un de mes points négatifs, j'aurais aimé qu'il y ait plus d'illustrations. Mais c'est Mortel Adèle, vous avez l'habitude, vous la connaissez, c'est une jeune fille rousse tyrannique qui mène la vie dure à tout son entourage et on l'adore. Le pitch de ce premier roman est que, parce que d'habitude c'est des BD, je rappelle, le pitch de ce premier roman, c'est que Adèle va créer, comment on appelle ça, un détecteur de mortalité pour découvrir quelles sont les autres personnes mortelles dans son école, parce qu'elle doit quand même pas être toute seule à être mortelle, franchement. Et du coup, tout tourne autour de ça, et c'était trop bien. Pour vous donner une idée à quel point c'était trop bien et de ma fangirlitude, je l'ai noté 9,5 sur 10. À savoir que ça fait une éternité que j'avais envie de me lire ce petit roman, mais je ne le voyais jamais en librairie. Donc soit leur stock était systématiquement épuisé, soit ça avait pas été commandé, mais ça me paraît improbable avec Mortel Adèle vu le succès qu'elle a. Bref, Mortel Adèle, trop bien, et ce premier roman était si bien.
évidemment j'ai le 2 dans ma palle. Comme je disais, ça manque d'illustration selon moi, mais peut-être parce que je suis trop habituée aux bandes dessinées, ce qui du coup n'aide pas. Mais c'était mon seul point négatif, c'est dire si cette lecture était trop bien. Bon alors, il y a plein de points positifs, mais ils n'ont pas spécialement besoin d'être développés. Donc je vais un peu vous balancer ça dans un capharnaüm le plus total, mais je vous promets que vous allez kiffer. Point numéro 1. Le féminisme, le féminisme. Ouais, Mortelle Adèle. Si vous avez des enfants, des neveux, des nièces, j'en sais rien, des cousins à qui vous voulez offrir des livres féministes, ou en tout cas pas sexistes, clairement, Mortelle Adèle, c'est fait pour eux. Tous les gamins raffolent de Mortelle Adèle, et en plus, elle passe des bons messages. Franchement, si ça c'est pas... Voilà, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau. Il y a un point que moi j'ai adoré, mais qui peut saouler quand on n'est pas un grand fan, je sais pas trop comment on prend ça quand on n'est pas un grand fan. Il y a des autoréférences. C'est-à-dire qu'on a l'impression que toutes les aventures des bandes dessinées ont été glissées dans le roman. Alors, glissées dans le sens juste le titre du bouquin, ou juste une petite allusion par-ci par-là, mais moi j'ai trouvé ça génial. Bon, évidemment, pas besoin de vous dire, c'est Mortelle Adèle, donc évidemment c'est drôle. Voilà, c'est drôle. Au-delà du personnage de Mortelle Adèle, ses réactions, enfin bref, Mortelle Adèle est si drôle. Mortelle Adèle c'est drôle, c'est féministe, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Ah si, j'ai une petite idée de ce qu'il va vous falloir de plus. Peut-être que vous avez envie que votre enfant, ou que le lecteur, peu importe qui il soit, y compris vous si vous êtes adulte, soit impliqué. Pas de panique, vous serez impliqué jusqu'au bout, pas de soucis. D'autant plus que la fin est pas prévisible. Pour les enfants, uniquement, je pense que nous, en tant qu'adultes, un bouquin de 90 pages sur Mortelle Adèle, on est capable de prévoir la fin. Mais franchement, je pense que les enfants, la fin est pas si prévisible que ça. Nous, ça se voyait venir. Mais franchement, j'étais en mode, non, ils ont pas osé faire ça quand même. Si, ils ont fait ça. Et, trop bien. Sans compter sur le fait qu'il y a des passages avec du texte en gros, ou en plus gros, ou en plus gras, etc. Et ça dynamise le texte, et c'était très très cool. Bref, le deuxième tome est dans ma palle. Je finis, je pense, ma lecture en cours, et je me le glisse avant de me faire une autre lecture, je pense. Donc très très bonne lecture, 9,5 sur 10. Vivement, je vous le recommande pour tous ceux qui lisent du jeunesse malgré notre grand âge, et si vous n'en lisez pas, achetez-le à vos cousins, cousines de bas âge, ou nièces, neveux, enfants, bref, ce que vous voulez, c'est très recommandable. Et enfin, on va finir avec un autre tout petit bouquin que je ne pensais pas acheter, mais je suis tombée dessus en librairie, j'ai vu le nom de l'autrice, j'ai fait « je m'en fous de quoi ça parle, je te veux ». Et là, vous allez me dire « quelle autrice fait cet effet-là à Clémentine ?» Eh bien, Clémentine, oui. J'étais décomposée de Clémentine Beauvais aux éditions L'Iconoclaste. Oui, c'est la première fois que j'achète un truc aux éditions L'Iconoclaste. Voilà. Pour l'histoire, alors déjà, je sais pas si c'est le principe de la maison d'édition, ou si c'est une idée de Clémentine Beauvais, j'en sais rien, mais j'adore. Bon, vous savez que j'aime pas le faire, mais Laurine le fait de temps en temps, l'intégralité de Booktube le fait de temps en temps, alors je vais le faire aussi, je vais vous lire la 4e parce que je la trouverai plus parlante que ma manière de reformuler la chose. Au bord d'un chemin, une femme gît, en décomposition. Passant par là, au bras de son aimé, un poète se délecte de cette vue infâme. Clémentine Beauvais revisite avec audace le célèbre poème Une charogne de Charles Baudelaire. Elle imagine le destin de cette femme que l'histoire a bafouée, la faisant prostituée, chirurgienne, avorteuse, puis tueuse en série. Ce livre était trop bien. Déjà, je pense qu'on peut noter son format un peu atypique, qui a un côté, il est écrit en vers libre, déjà, pour commencer, hein. Donc forcément, il a un côté un peu musical, un peu atypique. Mais surtout, il reprend quand même un poème pour trouver toute l'histoire derrière un poème. Je trouve que l'idée est hyper originale et ça relève du génie, cette idée. Donc je sais pas si l'idée de génie vient de Clémentine Beauvais ou de la maison d'édition, mais c'est une idée de génie. Petit aparté, c'est pas un coup de cœur, mais je l'ai noté 10 sur 10. Excellente lecture. Je n'ai aucun point négatif à soulever. Ensuite, on peut noter l'écriture. Clémentine Beauvais, l'écriture. Quand elle écrit en vers ou quand elle écrit pas en vers, elle écrit tellement bien. Voilà, je ne peux qu'approuver l'écriture de Clémentine Beauvais. Autre point positif, parce que de toute façon il n'y a que ça, l'héroïne. L'héroïne était très très chouette. Alors il y a 3 personnages principaux du coup. L'héroïne, Charles, pour Charles Baudelaire, et Jeanne, je crois que c'est ça son prénom, Jeanne, la personne avec qui se baladait Charles Baudelaire le fameux jour où ils ont croisé la charogne. Parce que du coup on va voir ces sortes de 2 temporalités un petit peu. On va voir l'histoire de cette charogne, dont je vais pas vous donner le prénom parce que
il y a un petit truc autour de ça. Et on va voir l'histoire de Charles et Jeanne qui sont passés à côté de cette fameuse charogne. Qui dit Clémentine Beauvais dit aussi les morales et les messages passés, parce qu'il y a pas mal de messages passés qui sont très très cool. Forcément, vous vous en doutez, puisque Charles Baudelaire, son poème date de 1855, un truc du genre. Donc, tout l'aspect prostituée, chirurgienne, avorteuse, puis tueuse en série, c'est quand même hyper important, hyper sympa à lire, hyper novateur, je trouve, pour un texte mis en perspective en 1850 à peu près. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais un texte dont les événements se déroulent en 1850. Moi, j'ai trouvé ça important presque comme livre, et je trouve qu'il devrait être lu par plein de gens, mais en même temps, je comprends qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie de lire des trucs écrits en vers libre comme ça, je peux comprendre. J'avoue que moi c'était mon premier roman, si on peut appeler ça un roman, je sais pas, c'était tout court, en vers libre. Ça m'a pas déplu, mais ça m'a pas plu de fou non plus. Donc ceux qui ont peur des vers libres, ça passe très bien, y a pas de problème. Mais je trouve que, enfin, j'ai pas trouvé que ça embellissait tant que ça le texte. Alors c'est cool quand il y a des répétitions fait exprès, parce que du coup elles sont alignées, on les voit bien et visuellement parlant ça claque. Mais sinon, ça m'a pas ni ralenti ni, c'est ni bien ni pas bien. Vous voyez, je suis neutre sur cet aspect. J'ai aussi beaucoup aimé l'aspect réécriture de Jack l'Éventreur. Alors je vais pas trop rentrer dedans, parce que je pense que vous en dire plus ça vous spoilerait, mais moi j'ai trouvé, c'est pas écrit derrière et c'est mon interprétation à moi, hein, mais j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté réécriture de Jack l'Éventreur, et c'était chouette, j'ai bien aimé cet aspect-là. Et dernier point à évoquer, j'ai fait exprès, la fin. Alors, comme d'habitude, quand j'aime bien la fin, je peux pas détailler pourquoi, mais la fin était très chouette. On découvre enfin de quoi est morte cette charogne, parce que elle est morte, donc il n'y a pas de spoil là-dessus, hein. La fin, j'ai beaucoup aimé la fin. Bref, donc, comme je fais régulièrement, s'il y a une seule recommandation à suivre, décomposez si vous êtes adulte, mais si vous êtes un enfant, Mortelle-Adèle. Et si vous aimez les deux évidemment. Bref, c'en est tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Moi en tout cas, ces lectures-là ont été plus sympas que les précédentes, surtout avec les deux dernières que je viens de vous présenter, qui m'ont beaucoup plu. Bref, moi j'espère que cette update vous aura plu, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et un commentaire. Je vous souhaite de gros bisous, vous souhaite d'excellentes lectures, et vous dis à la prochaine. Ciao!